Vincent Hugeux. Merci d'être avec nous ce matin, Vincent. Je disais que c'est un basculement parce que tout de même, le fait qu'une armée étrangère aille porter le fer sur le territoire de la Fédération de Russie et apparemment ait pris complètement de court les Russes dans ce coin-là, c'est quelque chose d'inouï puisque ça ne s'est pas produit depuis 1941. Juin 1941, exactement, et l'opération Barbarossa. Donc, est-ce que, au moins symboliquement parlant, il y a un avant et un après cette opération en cours dans cette guerre ukraino-russe? Sans l'ombre d'un doute, si j'osais, je vous dirais que Vladimir Poutine et son état-major ont été à l'évidence pris de Koursk. Il y a quelque chose de patent, c'est le degré assez consternant en termes opérationnels, de l'impréparation à la fois du dispositif défensif, alors que vous y faisiez allusion à l'instant, vous aviez déjà eu des incursions beaucoup plus ponctuelles dès l'automne 2022, par 2 unités, notamment animées par des Russes pro-ukrainiens et anti-Poutine. Bien. Donc, vous avez théoriquement des gardes-frontières qui relèvent d'ailleurs de l'autorité du FSB, le successeur du KGB, service de renseignement. C'est pas le ministère de la Défense. Voilà. Et donc, en réalité, on s'aperçoit que malgré les coups d'épingle antérieurs, il n'y avait pas de dispositif défensif de qualité. Deuxième sujet de consternation, c'est la riposte elle-même. Tardive, confuse. On est en train d'assembler quelque chose de très hétéroclite en allant chercher des unités ou en partie qui sont dans l'enclave de Kaliningrad, très loin. Par ailleurs, des combattants tchétchènes de Kadyrov, des conscrits apeurés qui se demandent ce qu'ils font là, etc. Donc on a l'impression que si, sur certains plans, notamment le brouillage, le combat aérien, les Russes ont appris de leurs erreurs initiales, la verticalité légendaire et la lourdeur, la pesanteur post-soviétique continuent de peser avec, et je termine là-dessus à ce stade, un renseignement militaire qui a été en dessous de tout. Parce que quand même, ces gens sont censés avoir des capteurs, ils se connaissent, etc. Et ils n'ont rien vu venir. Là, c'est une manière aussi, en creux, de rendre hommage à l'art du secret des Ukrainiens, qui ont réussi effectivement à flouer absolument tout le monde, ou à peu près, et aussi à leur capacité, eux, à l'inverse des Soviétiques, même si beaucoup de leurs officiers ont été formés au temps de l'URSS, leur capacité à se montrer inventifs et plastiques, je dirais souples dans leur riposte. Mais vous avez raison, il y a un avant et un après, parce qu'encore une fois, on ne peut pas comparer les petites incursions que j'évoquais tout à l'heure et cette pénétration durable et en profondeur, même si, soyons clairs, Kiev n'a pas vocation à occuper ad vitam aeternam ces territoires. Il s'agit très clairement de conquérir des monnaies d'échange qui, le moment venu, pourront effectivement peser et mettre l'Ukraine dans une posture beaucoup plus favorable en termes de rapport de force. Oui, mais tout de même, Marianne Kotenoff nous disait hier dans une de ses interventions qu'elles ont vu passer des engins de travaux publics en direction de la frontière russe. C'est-à-dire que les Ukrainiens passent la frontière avec des pelleteuses et des excavatrices pour creuser des tranchées, pour creuser des points où ils pourront tenir. Alors, moi je veux bien qu'à terme, ils n'envisagent pas d'annexer ces territoires de la Fédération de Russie, ça servira peut-être de monnaie d'échange, mais ils ne sont pas là pour faire un aller-retour. Non, alors tenir et en tout cas aussi enrayer la riposte dont je soulignais le caractère disparate et improvisé à l'instant. Oui, c'est-à-dire que effectivement, il ne s'agit pas simplement, comme vous le disiez, d'un aller-retour, mais il s'agit de prendre des positions suffisamment robustes pour enrayer toute tentative de reconquête immédiate, et là encore, améliorer sa posture relative de négociation à venir, et puis créer cette fameuse zone tampon. C'est un concept assez cocasse, puisque Poutine soi-même l'avait invoqué lors de l'offensive de Kharkiv, qui avait coûté si cher aux populations civiles de l'extrême est de l'Ukraine. Mais dans l'esprit des stratèges de Kiev, cette zone tampon, elle a d'abord, et les reportages de Marianne l'attestent évidemment, elle a d'abord vocation de mettre à l'abri toutes ces populations, car on oublie un peu que la zone de Soumy, où notre consoeur se trouvait, elle est matraquée avec une intensité démente depuis des semaines maintenant.
D'accord. Alors, vous parliez également, Vincent Hugeux, de la capacité même lente de réaction des Russes, et d'ailleurs c'est confirmé parce que nous disait tout à l'heure Gilles, qui disait, bon, là, effectivement, ils sont dans un moment de stupeur, mais ils vont se reprendre à leur façon, c'est-à-dire peut-être brouillonne, en amenant des milliers de types qui sont pas forcément, d'ailleurs, les gens qu'il faut, les malheureux conscrits qui savent à peine comment on manie une arme, on est bien d'accord. Mais surtout, ils ont affaire, une fois de plus, à la malignité, en quelque sorte, des Ukrainiens, qui ont le sens du secret, vous l'avez bien expliqué, et qui ont aussi, curieusement, des capacités techniques étonnantes. Parce qu'il y a l'un des experts qu'on a interviewé hier, M. Titelman, qui nous parlait d'un drone nouveau, utilisé par l'armée ukrainienne, là, dans cette affaire de conquête de territoire en Russie, qui apparemment fait des merveilles, est absolument imparable pour le moment, et dès qu'il y a un mouvement de personnel dans l'armée russe, il indique aux Ukrainiens où taper pour les liquider. Mais d'où ils les sortent, ces matériels? C'est pas eux qui font ça au fond d'un garage à Kiev? N'oublions pas que ceux qui aujourd'hui dirigent la manœuvre, orchestrent la stratégie de l'Ukraine, ont été, je dirais, intellectuellement et mentalement désoviétisés. Au sens où leur contact permanent avec les alliés, notamment américains, mais pas seulement, et ce depuis plus de 10 ans, ont contribué à créer une nouvelle approche beaucoup plus souple, beaucoup plus inventive. Et quand vous êtes dans un rapport du faible au fort, quand vous avez en face de vous la masse en termes d'armement, d'arsenaux, d'effectifs, que vous êtes bien plus faible, en théorie en tout cas, sur le papier, votre seule ressource, c'est de vous montrer, encore une fois, beaucoup plus rapide et surtout, et ça c'est une des leçons que les polémologues, les hommes de la science de la guerre, retiendront dans les décennies à venir, vous avez une génération qui va recourir à la technicité et à la modernité, et qui sait que sa seule riposte possible, par rapport à un rapport de force initial écrasant en faveur de l'agresseur, eh bien c'est la seule ressource dont il dispose vraiment. Je vous en prie, oui, Gilles. En fait, vous n'êtes pas loin de la vérité. C'est au fond des garages. Ah oui? Parce que l'un des avantages des Ukrainiens, c'est que la société civile et la société militaire sont presque fusionnées. Les innovations passent de l'un côté de l'autre. Normalement, une armée, ça travaille avec un DGA. Il y a un besoin et on met 5 à 8 ans d'avoir quelque chose, après quelques années, pour vraiment l'intégrer. Ici, des réservistes ou des civils proposent des choses, des soldats qui ne sont pas des soldats de métier arrivent sur le front avec des idées. Au début, on a vu avec leur téléphone portable, avec les Starlink, etc. On improvise. Après, qu'est-ce qui se passe? Soit c'est écrasé par les systèmes qui exigent, oui, mais comme avec les médicaments, est-ce qu'on fait des tests pendant 3 ans ou est-ce que là, il faut sauver le monde, donc vite. Et donc les Ukrainiens sont beaucoup plus souples. Les choses, les bonnes idées se diffusent vite. L'arrière est prêt à soutenir. On fait parfois des crowdfunding pour innover. Oui, c'est ça. C'est extraordinaire. Non, c'est extraordinaire. La guerre par crowdfunding. Et c'est l'une des forces des institutions militaires, c'est justement ça. Comment s'adapter. Vous êtes un grand spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale. Les canons solaires 88 mm des Allemands, très vite, les soldats allemands sur le champ de bataille découvrent que c'est aussi un arme anti-char extraordinaire. Donc, ils trouvent la manière de dire on a planifié ça pour abattre des avions, mais on a compris que c'est très bon contre les chars, et petit à petit, ça devient une arme pour les deux. Mais pour le faire, les gens, c'est pas juste un soldat sur le terrain qui a une bonne idée. C'est toute une chaîne derrière. C'est toute une chaîne derrière, avec les protocoles, avec tout ce qui vient avec. Ce qui est vrai, c'est la notion, vous savez, très souvent invoquée, y compris chez nous, de la fusion armée-nation. C'est tout sauf une fiction en Ukraine. Et effectivement, je me souviens au tout début du conflit, ça a démarré avec des coordonnées qui étaient repérées par le téléphone portable, et les citoyens ukrainiens, notamment dans l'Ouest, au moment de la tentative avortée sur Kiev de l'armée russe, eh bien, ils savaient à qui il fallait fournir les données. On a vu passer tel truc, tel bonhomme, telle unité, etc. etc. Et c'est ainsi qu'on a commencé à forger cette sorte de continuité entre les civils et les militaires. Alors, il nous reste 5 minutes. J'aimerais qu'on parle aussi de l'autre gros thème de l'actualité, en l'occurrence l'ouverture tout à l'heure à Doha d'une nouvelle conférence pour tenter d'arracher un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Alors, la première grande question, tout le monde y sera.
Sauf le Hamas, peut-être, finalement. Enfin, on ne sait pas, on va voir. Mais enfin, le chef du Hamas, il est caché au fond d'un trou dans la bande de Gaza. Donc, c'est pas lui qui ira, en tout cas. Certainement pas. D'autant qu'il a une cible au milieu de la tête parce que le Mossad veut le tuer. Bon, d'accord. Donc, est-ce qu'il peut sortir quelque chose dans le contexte où nous en sommes, là? Au point où nous en sommes, Vincent Hugeux. C'est pas la première fois qu'il parle de paix, hein, loin de là. Hein. Paradoxalement, la réponse est peut-être oui. Pourquoi ? Parce que c'est très souvent quand on a frôlé le désastre, la catastrophe, que la raison peut prévaloir. Il y a des intérêts objectifs pour tous les acteurs à ce que cette trêve prenne tournure. Les Iraniens doivent, en théorie, pour sauver leur honneur, qui a été bafoué par la liquidation sur leur territoire du chef du bureau politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, qui plus est, quelques heures après l'investiture de leur président élu, eh bien, les Iraniens ne peuvent pas ne pas riposter. Mais le message que les Occidentaux essayent de faire passer, mais aussi les Russes, on a là une sorte d'alliance de revers assez singulière, c'est que s'ils peuvent se prévaloir du mérite au moins partiel d'aboutir à cette trêve, à ce cessez-le-feu, eh bien, leur riposte pourrait peut-être être de moins grande ampleur. On pourrait sinon l'annuler. C'est assez impossible en termes symboliques, mais au moins en atténuer la portée. Bon. Donc ça, c'est le pari des Occidentaux et notamment de la Maison-Blanche. Maintenant, l'écueil, donc, c'est que le Hamas, à mon sens, finira par y participer. Alors certes, ce ne sera pas Yahya Sinwar, donc le chef opérationnel dans la bande de Gaza, qui par défaut aujourd'hui apparaît comme la figure de proue, mais certainement l'un des membres du bureau politique qui navigue entre Doha au Qatar et Istanbul. Bien, maintenant, les vrais écueils, c'est qu'on est là sur une ligne de crête extrêmement étroite et très piégeuse. Parce que, comme souvent, dans ce genre de situation, vous avez deux radicalités qui se font la courte échelle. Vous avez d'un côté une partie du Hamas qui refuse tout compromis et qui considère qu'il faut mener la lutte jusqu'au bout, et y compris jusqu'à la mort. Et puis vous avez du côté israélien un Benjamin Netanyahu, le Premier ministre, qui semble se soucier comme d'une guigne du sort des otages israéliens, oui, mais qui est lui-même le captif de son extrême droite. Vous avez eu récemment, à nouveau, des provocations des deux frappadingues les plus représentatifs de son gouvernement, donc Bezalel Smotrich et puis surtout Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité intérieure. Et ces gens-là lui disent très clairement, attention, s'il y a une trêve, si on ne va pas au bout du fantasme de l'éradication définitive du Hamas, eh bien, nous, on plombe ta coalition. Et tu retournes devant les urnes, et n'oublie pas, Benjamin, que tu as au-dessus de toi une autre épée de Damoclès qui est les judiciaires. C'est-à-dire, lorsque tu n'as plus ton immunité fonctionnelle de Premier ministre, tu auras des comptes à rendre à la justice de notre pays. Donc, si vous voulez, il y a là une sorte de dialectique entre la raison, ce que j'évoquais au début, et ces passions-là, ces passions tristes, celles des jusqu'au-boutistes de part et d'autre. La dernière minute pour vous, si vous le voulez bien. Est-ce que vous partagez ce point de vue de Vincent, qui, quand même, malgré tout, a un minimum d'optimisme sur cette réunion de Doha ? Nous sommes ce que les amateurs de basketball appellent le money time. Là, c'est le moment où chaque côté essaye de façonner la suite et d'essayer d'arriver à la victoire. Pour Israël, victoire, c'est pouvoir continuer à agir militairement à Gaza, pour tondre le gazon, pour ne pas permettre au Hamas de reconstituer ses capacités dès 6 octobre. Pour le Hamas, c'est le contraire. Créer une sorte d'immunité autour de Gaza, l'armée israélienne ne pourrait plus rien faire, et eux, ils commencent tout de suite à reconstituer leur capacité. Ce sont ça les enjeux. Évidemment, il y a aussi les otages, mais c'est ça les enjeux, et c'est là-dessus que se concentrent les négociations aujourd'hui. Merci beaucoup. Et pour rebondir juste sur un point que disait Vincent à propos des otages et de M. Netanyahou, qui semble ne plus en avoir grand-chose à faire, je vous conseille de lire dans Le Monde, daté d'aujourd'hui, donc qui est paru hier, un formidable papier qui est titré « La remise en cause inavouée du sauvetage des otages ». Apparemment, en tout cas, les têtes du gouvernement israélien, pas tous, hein, mais en tout cas Netanyahou et les plus extrémistes, ont fait une croix sur les 70 derniers otages vivants qui se trouvent dans la bande de Gaza. Alors que dans la culture juive, il y a un impératif talmudique à aller au secours des captifs. Et que son frère, oui, est mort en Tébé en allant chercher des absolument, otages. Tout à fait. Jonathan, absolument.
Merci à vous deux, en tout cas, d'être venus ce matin à LCI pour nous expliquer le pourquoi du comment de ces questions internationales, parfois extrêmement tortueuses et complexes. Merci et bonne journée à vous.